Si cette histoire vous parle, vous savez quoi faire. Un abonnement à Vision Claire, un coup de pouce sur la cloche et un partage à quelqu'un qui aimerait découvrir ce genre de récit, c'est ce qui nous permet de continuer à vous proposer ce contenu. Imaginez la scène. L'une des plus grandes stars d'action d'Hollywood en train de transpirer à grosses gouttes au milieu d'une beuverie de cocaïne massive sur un plateau de tournage en Thaïlande. Dépensant $10 000 par semaine juste pour se sentir normal. Sa femme, restée à la maison, enceinte de son enfant, n'a aucune idée qu'il trompe avec l'une des plus grandes stars pop du monde. Les caméras tournent, mais il disparaît sans arrêt. Le réalisateur réécrit les scènes à la volée parce que l'acteur principal est trop défoncé pour fonctionner. Ce n'est pas une histoire édifiante tirée des années 70. C'est Jean-Claude Van Damme en 1994, au moment qui devrait être l'apogée absolue de sa carrière, regardant tout s'effondrer en temps réel autour de lui. Mais voici ce dont personne ne parle. La chute fut tout aussi spectaculaire que l'ascension. Et l'ascension qui a presque failli ne jamais arriver. Le gamin trop faible. Revenons en Belgique, en 1970. Il y a ce gamin maigre et nerd qui se fait harceler à l'école. Son père le regarde un jour et lui dit essentiellement qu'il est trop faible, trop mou. Alors que fait ce cher papa? Il l'inscrit à des cours de karaté. Pas par amour ou encouragement, mais parce qu'il trouvait son fils pathétique. Ce gamin s'appelait Jean-Claude Van Warenberg. Et ces mots allumèrent un feu qui allait brûler pendant des décennies. Il ne s'est pas contenté de quelques cours de karaté. Il en devint obsédé. Taekwondo, kickboxing, muay thai, ballet, oui, ballet et culturisme. À 15 ans, il participait à des tournois de karaté. À 18 ans, il avait une ceinture noire et participait à des compétitions de culturisme. À 19 ans, il remporta le titre de Mister Belgique. Voici où ça devient intéressant. Il ne s'agissait plus seulement de prouver que son père avait tort. Van Damme avait goûté au succès, et ça ne lui suffisait pas. Il regarda autour de lui en Belgique et pensa, c'est trop petit. Alors, en 1982, à 22 ans, il fit ses valises avec tout ce qu'il possédait, partit pour Los Angeles avec presque pas d'argent, et commença à dormir dans sa voiture. Aucun contact, aucun agent, il parlait à peine anglais. Juste cette croyance folle qu'il était destiné à quelque chose de plus grand. Il prit tous les boulots qu'il pouvait trouver. Livraison de pizza, pose de moquette, vigile. Pendant ce temps, il se présentait au bureau de casting, sautait partout, faisait des grands écarts dans les couloirs, suppliant quiconque l'écoutait de lui donner sa chance. Predator, le premier désastre. Et finalement, quelqu'un l'écouta. Joel Silver, le légendaire producteur impitoyable, recevait sans arrêt la visite de ce Belge qui n'arrêtait pas de sauter dans son bureau. Van Damme bondissait littéralement dans les airs, faisait des grands écarts complets à hauteur des yeux. On parle de l'entrejambe à hauteur du visage pour un homme de 1m80, juste pour montrer ses mouvements. C'était agaçant. C'était persistant, et d'une certaine façon, ça a marché. Silver produisait un nouveau film d'action de science-fiction appelé Predator avec Arnold Schwarzenegger. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour jouer la créature extraterrestre. Quelqu'un qui se déplaçait différemment de tout le monde. Van Damme reçut l'appel. C'était ça. Sa grande chance. Un film de grand studio avec la plus grande star d'action de la planète. Van Damme se présenta au bureau de production en pensant avoir obtenu son ticket pour la célébrité. On lui dit que le costume serait minimal, une combinaison ajustée, peut-être du maquillage sur le visage, facile. Puis on l'emmena pour faire son moulage corporel. Ils recouvrirent tout son corps de liquide bouillant, lui mirent un tube respiratoire dans la bouche, et le laissèrent là pendant 20 minutes. Il commença à paniquer, ne pouvait plus respirer, dut faire signe pour demander de l'aide. Ça aurait dû être le premier signal d'alarme. Quand le tournage commença dans les jungles du Mexique, les choses se gâtèrent. Bien pire. Le costume qu'on lui donna n'était pas une élégante tenue de guerrier. C'était cette énorme combinaison en caoutchouc rouge avec une tête de poulet, le faisant ressembler à un super-héros raté d'une émission pour enfants. Van Damme explosa. Il pensait que la combinaison rouge était le design final et dit à tout le monde qu'il la détestait. Quand on lui expliqua que c'était juste pour les effets spéciaux, qu'il serait invisible la plupart du film, il devint encore plus furieux. Il avait été embauché pour ses compétences en arts martiaux, son athlétisme, son visage, et maintenant il voulait cacher tout ça dans un costume de monstre en caoutchouc sous la chaleur étouffante mexicaine. Les histoires sur ce qui se passa ensuite dépendent de qui vous demandez, et chaque personne impliquée s'en souvient différemment. Certains disent que Van Damme s'évanouissait sans arrêt à cause de la déshydratation et de l'épuisement par la chaleur.
D'autres affirment qu'il a fracassé une tête de costume à 20 000 $ sur le sol dans une rage. La version la plus divertissante le place dans la caravane du producteur Joel Silver, exigeant de faire des mouvements de kickboxing en tant que Predator. Silver lui dit que les extraterrestres ne font pas de kickboxing. Van Damme, avec son fort accent belge, parfois en quelques jours, voire quelques heures. Des sommets maniaques où on se sent invincible, capable de tout, puis des creux dépressifs écrasantes où on peut à peine fonctionner. Van Damme vivait avec ça toute sa vie sans le savoir. L'entraînement obsessionnel d'enfant, la volonté implacable de réussir, les prises de risques, les décisions impulsives, les substances qu'il utilisait pour s'équilibrer, tout prenait soudainement un sens. Le diagnostic fut à la fois dévastateur et libérateur. Dévastateur parce qu'il devait maintenant accepter que son cerveau fonctionnait différemment, qu'il aurait besoin de médication et de gestion pour le reste de sa vie. Libérateur parce qu'il comprenait enfin pourquoi il avait toujours eu l'impression de mener une guerre à l'intérieur de lui-même. Pour la première fois, il avait un nom pour l'ennemi. La reconstruction. Van Damme prit une décision que la plupart des gens jugeraient folle. La désintoxication n'avait pas marché pour lui, alors il arrêta tout net. Pas de réduction graduelle, pas de supervision médicale, juste de la pure volonté, et sa vieille béquille fiable, l'entraînement. Il retourna vers ce qu'il avait sauvé enfant. Les arts martiaux, l'exercice, poussaient son corps jusqu'à l'épuisement juste pour faire taire la douleur mentale. Et d'une certaine façon, impossible mais vrai, ça marcha. Il devint sobre. Il commença à prendre des médicaments pour le trouble bipolaire. Il commença à reconstruire sa vie morceau par morceau, en commençant par se comprendre lui-même. Il changea tout. Comment il s'entraînait, comment il mangeait, même la vitesse à laquelle il parlait, parce qu'il avait réalisé que sa passion pouvait virer en manie s'il n'était pas prudent. Il se remaria avec sa première femme, Gladys Portugais, celle dont il avait divorcé en 1992 avant que tout s'effondre. Il dit à un intervieweur des années plus tard, « Je suis revenu vers ma première femme après avoir fait quelques bêtises dans ma vie. » C'est une façon de décrire une décennie de chaos. JCVD et le renouveau. En 2008, Van Damme fit quelque chose qui choqua tout le monde. Il joua dans un film belge appelé JCVD, incarnant une version romancée de lui-même prise dans un cambriolage de banque. Le film le forçait à confronter ses échecs passés, ses regrets, ses démons. Il y a une scène où il fait face à ce qui semble être un clone de lui-même, et le clone dit « Tu as essayé de combler ton vide avec la célébrité et ça n'a pas marché. Tu as un grand trou dans le cœur parce que tu ne crois pas que tu seras jamais aimé. » Van Damme admit plus tard que cette ligne l'avait touché au plus profond. C'était la vérité qu'il fuyait depuis toujours. Le film devint la performance la plus acclamée par la critique de sa carrière. Les critiques qui avaient passé des années à le rejeter comme une simple armoire à muscles d'action virent soudainement la profondeur, la vulnérabilité, le véritable être humain derrière les muscles. JCVD n'a pas refait de Van Damme une superstar, mais il a fait quelque chose de plus important. Il a montré au monde qu'il était plus que son passé. Quelques années plus tard, Sylvester Stallone fit revenir Van Damme dans Expendables 2, lui offrant un renouveau de carrière aux côtés des légendes d'action contre qui il avait autrefois rivalisé. Puis, en 2013, Van Damme fit quelque chose qui devint plus célèbre que n'importe quel film qu'il avait fait depuis des années. Il apparut dans une publicité pour Volvo, debout entre deux énormes camions qui reculaient, faisant lentement un grand écart parfait alors que les camions s'écartaient. La publicité devint complètement virale. 86 millions de personnes la regardèrent, plus que n'importe quel film de Van Damme n'en avait jamais vu en salle. À 53 ans, il prouvait qu'il pouvait encore faire ce qui l'avait rendu célèbre. La paix retrouvée. Mais maintenant, avec sagesse et contrôle plutôt que désespoir et ego, le comeback ne fut pas ce qu'il attendait. Pas de blockbuster à $1 milliard, pas de retour au statut de tête d'affiche. À la place, Van Damme trouva quelque chose de mieux. La paix. Il s'installa dans une vie plus calme, faisant 1 ou 2 films par an, la plupart sortant directement en vidéo. Il commença à militer pour la sensibilisation à la santé mentale, parlant ouvertement de son trouble bipolaire et de ses combats contre l'addiction. Il s'impliqua dans le bien-être animal, faisant don de dizaines de milliers de dollars à des organisations de sauvetage, et intervenant même pour sauver un chien en Norvège de l'euthanasie. En 2012, sa ville natale de Bruxelles dévoila une statue en bronze grandeur réelle de lui en train de donner un coup de pied. Il espérait que ça inspirerait les enfants à suivre leurs rêves comme il l'avait fait. Ces jours-ci, Van Damme vit une vie simple. Il se lève vers 10 heures, embrasse sa femme, joue avec ses 8 chiens, se déplace en overboard dans sa maison.
Parce que bien sûr il le fait, lit des articles, va à la salle de sport, conduit sa décapotable lentement. Pas de Vegas, pas de Monaco, pas de fête, juste de la routine, de la discipline, et la paix qui vient enfin de se comprendre soi-même. Il continue de faire des films, de s'entraîner, de faire des grands écarts quand l'envie le prend, mais la fin désespérée qui l'a poussé pendant si longtemps a été remplacée par quelque chose de plus sain. Le contentement. En regardant en arrière l'histoire de Jean-Claude Van Damme, il est tentant de se concentrer sur les erreurs, l'ego, les substances, les ponts brûlés, les opportunités gâchées. Et oui, tout ça en fait partie. Mais la véritable histoire est celle d'un homme qui menait une bataille que personne ne pouvait voir, pas même lui-même. Un gamin traité de trop faible qui a passé toute sa vie à essayer de prouver sa force, pour finalement découvrir que la vraie force n'avait rien à voir avec les muscles, les chiffres du box-office ou la hauteur de ses coups de pied. C'était une question d'affronter ses démons, d'admettre qu'on a besoin d'aide, et de se reconstruire à partir de rien encore une fois. Van Damme a tout perdu au sommet de sa gloire. L'argent, le statut, la réputation, la santé mentale. Mais en perdant tout, il a trouvé quelque chose que la version superstar de lui-même n'a jamais eu. Il s'est trouvé lui-même. Les muscles de Bruxelles n'est plus une blague. C'est un survivant. Une mise en garde et une inspiration enveloppée dans un être humain complexe et imparfait. Et quand il dit « je suis meilleur qu'hier », on le croit. Parce que pour Van Damme, chaque jour de sobriété, de stabilité et de conscience de soi est une victoire sur les démons qui ont presque failli le détruire. L'ascension fut spectaculaire. La chute fut catastrophique. Mais le comeback, c'est l'histoire que personne n'attendait. Pas un retour à la gloire, mais quelque chose de plus précieux. Un homme qui a finalement fait la paix